Et donc, la prochaine intervenante est Camille Napolitano, voilà, qui est doctorante en histoire de l'art et de l'architecture contemporaine à l'École pratique des hautes études dans le laboratoire ISTARA, où donc elle prépare une thèse sur les grands magasins et les boutiques à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, sous la direction de Jean-Michel Niot, et depuis l'automne 2018, donc depuis 2 ans et demi environ. Et donc, elle va nous parler aujourd'hui de la question de l'éphémère. Camille aussi enseigne, au-delà de son doctorat, à l'Université Paris Sciences et Lettres, à l'École du Louvre, à l'Institut national du patrimoine. Donc, elle a aussi une activité importante au-delà de sa thèse. Donc, Camille, je te laisse la parole pour 15 minutes. Oui, merci. Oui, alors effectivement, ça c'était en fait le sujet de l'année dernière, mais depuis, il y a eu d'autres déclics. De toute façon, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran. Avant de débuter mon intervention, je souhaitais remercier les membres du bureau de la HA de me permettre de présenter aujourd'hui une partie de mes recherches à l'occasion de ce doctathlon. Et je souhaitais plus particulièrement remercier l'équipe organisatrice de cet événement, donc Sybille Levaux, Cléa Calderoni et Arnaud Schoner, et également donc les deux discutantes, Caroline Bauer et Léonore Losserand, de nous faire l'honneur de leur présence cet après-midi. Alors, comme le veut la tradition du doctathlon, je vais évoquer durant ma présentation un moment décisif de l'élaboration de ma thèse qui porte désormais davantage sur l'étalagisme et plus largement sur la devanture de magasins, donc sa façade, son enseigne, sa vitrine et son étalage en France pendant la première moitié du XXe siècle. Et donc thèse que je prépare sous la direction de monsieur Jean-Michel Legnaud, à l'école pratique des hautes études depuis l'automne 2018. Alors, si aujourd'hui, vous allez le voir, mon sujet a été considérablement élargi, j'avais effectivement envisagé au commencement de ma thèse de travailler uniquement sur un événement représentatif et charnière tout de même dans l'histoire de l'architecture commerciale en France, qui est donc l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Et cela parce que, en effet, c'est à l'occasion de cet événement que des boutiques et des grands magasins s'exposent pour la première fois en France à une si grande échelle et surtout durant un événement populaire d'ampleur internationale. Et j'avais également été habituée à des recherches davantage monographiques, si je puis dire, puisque j'avais travaillé à l'occasion de mon Master 1 sur la première exposition de la Société des peintres orientalistes français de 1893 et en Master 2 sur l'immeuble d'atelier d'artistes que vous pouvez voir à l'écran et que vous reconnaissez peut-être, qui est situé au 31 bis rue Campagne Première dans le 14e arrondissement à Paris et qui a été construit par André-Louis Arvidsson et décoré par le célèbre céramiste Alexandre Bigot. Mon corpus de thèse d'origine, donc, était constitué de la soixantaine de boutiques et des 4 pavillons de grands magasins de l'exposition de 1925. Donc, à l'écran, vous pouvez voir d'ailleurs les pavillons du printemps donc de Henri Sauvage et Georges Vibo, celui du Bon Marché de Louis-Hippolyte Boileau, celui des Galeries Lafayette de Hiriard, Tribou et Beau, et celui des grands magasins du Louvre d'Albert Laprade. Vous pouvez également voir les deux ensembles de boutiques qui étaient exposés, donc à savoir la rue des boutiques, installée sur le pont Alexandre III et composée par Maurice Dufresne, et la galerie des boutiques françaises, qui était installée le long de la rue de Constantine et construite par Henri Sauvage. Je vous présente également, à titre indicatif, deux des boutiques que ces ensembles abritaient, avec pour le pont Alexandre III la boutique simultanée des tissus de Sonia Delaunay et des fourrures de Jacques Heim, et pour la galerie de Constantine, la boutique de mannequins Siegel. Donc en débutant ma thèse, je m'attendais naïvement sans doute à rassembler un tas de documentation sur ces édifices et je pensais ensuite tirer des fils pour les inscrire dans une histoire de l'architecture commerciale plus large.
Alors bien sûr, ça n'aura pas été complètement vain, au contraire d'ailleurs, parce que bon, j'ai quand même passé, donc la première année et demie, de ma thèse à rassembler de la documentation, à effectuer des lectures qui, bah, sont toujours précieuses aujourd'hui. Mais malgré tout, je peinais un petit peu à problématiser davantage mon sujet et à comprendre finalement ses vrais enjeux, et je sentais que finalement une dimension plus importante m'échappait encore. Et cela jusqu'à une période très courte, mais qui a été décisive pour l'élaboration de ma thèse et qui s'est déroulée il y a un an environ, et durant laquelle se sont enchaînés en fait deux événements qui ont transformé la vision que j'avais de mon sujet. Le premier d'entre eux correspond en fait à la découverte au cours d'une lecture qu'il évoquait pourtant assez succinctement, hein, du fait que l'exposition de 25 n'était pas le premier événement à exposer des boutiques et des devantures de magasins, comme je le croyais, mais qu'il s'inscrivait en réalité dans la continuité de recherches récentes qui étaient menées par des architectes et des décorateurs, et qui, depuis quelques années déjà, en fait, hein, présentaient ce type de construction au Salon d'automne et au Salon des artistes décorateurs. Alors, c'est notamment à l'occasion du Salon d'automne, hein, de 1922 que s'était ouverte pour la première fois une section d'art urbain organisée par Marcel Temporal et qui accueillait alors, entre autres, hein, 5 devantures de boutiques aménagées par Éric Bage, Fernand Fenzi et Adrienne Gorschka. L'année suivante, toujours au Salon d'automne, la même section accueillait 9 maquettes de boutiques grandeur nature, composées par Joe Bourgeois, René Herbst ou encore Francis Jourdain, comme vous pouvez le voir à l'écran, ainsi que plusieurs éléments de devanture de boutiques, comme par exemple des enseignes. Et enfin, en 1924, c'est Robert Mallet-Stevens qui avait dirigé pour le Salon d'automne encore l'aménagement d'une place publique dans la rotonde d'entrée du Grand Palais, qui était entourée par 10 boutiques. En parallèle, un même engouement, je vous le disais, s'était opéré au Salon des artistes décorateurs, qui, dès 1923, accueillait ses 3 premières boutiques, construites par René Herbst, encore, René Proux et également Joanny Reculon. Alors, outre cette découverte, c'est au cours d'un échange quelques jours plus tard seulement avec une camarade qui était encore doctorante à l'époque et qui est aujourd'hui docteur, que j'ai appris l'existence d'une nouvelle source qui allait devenir en fait le point de départ d'une redéfinition et d'une reproblématisation globale de mon sujet de thèse. Et cette source, c'est la revue Parade. Alors, cette revue, elle a été fondée en 1927 par Victor Napoléon Siegel, qui n'était autre que le directeur de la société Siegel et Stockmann, qui est une entreprise d'accessoires de présentation de marchandises dans des étalages et d'installation de vitrines, donc comme des mannequins, des supports à chapeau, à cravate ou encore à bijoux. Et ce qui était intéressant également pour moi, c'est qu'au commencement, la revue était dirigée par le décorateur René Herbst, dont je vous ai déjà parlé, et ce jusqu'en 1931, avant que ne lui succède l'étalagiste Jean Poirier, jusqu'à la fin de la publication de la revue en 1953. L'objectif de cette revue, c'était donc de présenter et d'analyser chaque mois les vitrines de grands magasins et de boutiques que les rédacteurs jugeaient modernes, hein, et dignes d'intérêt. Rédacteurs qui étaient autant des architectes et des décorateurs que des professionnels du commerce et de l'étalage. Donc finalement, l'objectif de cette revue, c'était également de définir et de diffuser les nouvelles théories esthétiques et pratiques de l'étalagisme, qui de manière générale à l'époque consistent toutes à faire de l'art pour faire vendre. Donc je venais finalement de comprendre que l'exposition de 25 avait surtout été le catalyseur et même le tremplin, hein, pour reprendre les mots de Maurice Dufresne, d'une redéfinition et puis aussi d'une démocratisation du magasin et de la devanture comme un véritable art urbain, un décor de la rue, hein, comme le souligne le sous-titre de la revue, dont il me fallait désormais saisir un petit peu les contours. Alors rapidement, ce déclic a orienté mes recherches vers d'autres types de sources, de fonds et d'institutions.
et m'a finalement conduite à élargir mon sujet de thèse largement et à le reformuler aussi pour me concentrer d'abord sur les enjeux de redéfinition théorique, pratique et esthétique de l'étalagisme, puis sur des problématiques de diffusion de ces nouvelles règles et ainsi finalement aussi de légitimation en quelque sorte de cette profession qui était alors encore pratiquée à la fois dans l'ombre des architectes et des commerçants eux-mêmes et qui surtout était encore jugée peu noble parce que, il est vrai, avant tout mercantile. Donc, je me suis orientée vers notamment les fonds d'archives liés à ces acteurs de la redéfinition et de cette diffusion, qu'ils soient des professionnels de l'étalage et du commerce ou des artistes et praticiens plus conventionnels, comme par exemple ceux du décorateur René Herbst, dont je parlais, qui sont conservés en partie au Musée des Arts Décoratifs à Paris et à la Bibliothèque Forney, mais aussi ceux de Victor Napoléon Siegel, conservés en partie au siège de l'entreprise, qui existe toujours en fait à Gennevilliers, mais aussi aux archives du monde du travail de Roubaix par exemple. J'ai également travaillé à partir des catalogues et de la documentation relative aux expositions, alors des salons d'automne, des salons des artistes décorateurs, avant et après 1925, de l'exposition internationale de 1925 bien sûr, mais aussi de l'exposition internationale de 1937, qui elle aussi a non seulement accueilli des magasins, comme vous pouvez le voir, mais également une section dédiée à l'art publicitaire et aux enseignes, à laquelle ont donc été inévitablement associés les étalages et les devantures. J'ai également débuté une recherche toujours en cours dans les archives des écoles d'art décoratif, d'architecture et des beaux-arts, pour tenter de voir si l'art du magasin occupe à cette époque une place privilégiée, notamment dans les sujets des concours et des examens. Et cela parce que, en effet, j'avais déjà connaissance d'édifices commerciaux proposés notamment à l'école des beaux-arts en sujet des concours d'émulation du Second Empire, et comme c'est le cas par exemple de cette boutique de confiseurs proposée au concours de 1848 et dont le projet que vous voyez à l'écran a été réalisé par Léon Ginin. Et j'ai justement relevé un certain regain d'intérêt, quoique un peu timide parce que dilué dans le temps, mais malgré tout réel pour ces sujets dans les années 20, avec entre autres la proposition au concours d'émulation donc, de l'École des Beaux-Arts d'un magasin de parfumerie en 1920, d'une enseigne commerciale en 1928 et d'une poissonnerie la même année. Toujours dans le domaine scolaire, j'étudie aujourd'hui les publications d'une quinzaine de manuels d'étalagisme qui sont parus entre les années 1920 et les années 1950 et qui étaient pour la majorité d'entre eux destinés aux étalagistes eux-mêmes, mais aussi à des élèves en école de commerce et en école de publicité. Et je vous en présente à ce titre deux d'entre eux. Donc, le premier qui a été publié en 1922 et qui s'intitule Les méthodes commerciales modernes, qui a été rédigé par l'étalagiste décorateur Henri Glévéo, et un second qui a été rédigé en 1947 par Marc Caboni et qui s'intitule L'art et la technique de l'étalage. Je vous présente également un autre type de manuel sur lequel je travaille et qui est non pas destiné cette fois à des professionnels du commerce à proprement parler, mais plutôt à des artisans spécifiques, puisqu'il s'agit ici du manuel Boucher de Paris, destiné donc aux artisans bouchers, qui a été publié en 1953 par Georges Chaudieu et Achille Bonneville, qui étaient tous deux présidents et vice-présidents de l'école professionnelle de boucherie de Paris, et qui consacre en fait près de la moitié de ce manuel à la manière de présenter les étals et les vitrines d'une boucherie de manière esthétique et ils font eux-mêmes des liens en fait avec des artistes notamment du 19e siècle par exemple pour présenter ces vitrines de manière esthétique et mieux vendre. Alors, compte tenu de ces éléments et du regain d'intérêt manifeste que j'ai pu constater pour le magasin à l'époque, j'ai rapidement compris que la revue Parade n'était certainement pas une tentative isolée. Et je me suis donc mise en quête d'autres titres de presse français consacrés entièrement ou pour partie à la devanture, à la vitrine et à l'étalage de magasins.
Et j'ai heureusement pu constater qu'il existait effectivement donc de nombreuses revues professionnelles consacrées à ces sujets et fondées entre les années 1910 et 1950 et qui en plus étaient assez peu étudiées, voire pas étudiées, comme la revue Étalage et présentation qui est fondée en 1932, L'étalagiste qui est fondé en 1935, Étalage et magasin, fondé en 1950, ou encore la Revue internationale de l'étalage, qui a été fondée en 1909 et publiée jusqu'en 1938. Toujours dans le domaine de la presse, j'ai également trouvé dans de célèbres revues, cette fois hein, architecturales et artistiques, de nombreux articles durant la même période toujours, relatifs en fait à la question des devantures et plus largement de l'art dans la rue qu'elle suscite, comme par exemple la construction moderne, l'architecture d'aujourd'hui, l'illustration, art et décoration ou l'art vivant. Et enfin, j'ai également trouvé de nombreux portfolios et recueils photographiques datés essentiellement des années 20 et 30 aussi, et composés par des décorateurs, des architectes et des photographes, qui présentent des devantures de boutiques et des étalages, et qui, dans 95% des cas, sont accompagnés d'une introduction qui théorise cette pratique, mais du point de vue, cette fois, d'artistes plus conventionnels et en tout cas non professionnels du commerce. Pour conclure, je dirais que finalement, ce sont bien donc ces 2 découvertes, hein, qui ont agi comme un déclic décisif dans l'élaboration de ma thèse et qui, en m'ouvrant en fait la voie vers de nouvelles sources, m'ont permis à la fois de redéfinir, de reproblématiser aussi, mon sujet et surtout, de manière très concrète, de distinguer, différents chapitres de ma thèse, qui s'intéressera notamment, à la présentation des acteurs de la revalorisation de l'étalagisme et de la devanture de magasins dans la première moitié du XXe siècle et notamment pendant l'entre-deux-guerres, qui présentera les différents canaux que représentent les sources que j'ai évoquées pour la définition et la diffusion de cette pratique et qui réfléchira au rapport qu'entretiennent les professionnels de l'étalage avec les architectes et les décorateurs pour ces constructions, mais aussi au rôle que ces échanges ont pu avoir dans la légitimation de cette pratique qui est certes commerciale, mais qui n'en est pas moins artistique, sans que l'un n'exclue nécessairement l'autre. Donc bien sûr, d'autres étapes hein, restent encore à franchir, à la fois pour préciser et distinguer davantage en fait les termes que je vais être amenée à employer régulièrement durant ma thèse, hein, que sont la devanture, l'étalage, la vitrine, l'enseigne, parce que tous ces termes, ce sont des termes qui se superposent parfois, qui peuvent avoir tendance à se confondre, y compris dans les textes de première main hein, que j'utilise et sur lesquels je travaille, mais aussi pour cloisonner chronologiquement ma thèse, parce que pour le moment, je ne me suis pas arrêtée sur 2 dates précises. Je m'en tiens toujours à une périodisation assez floue et puis surtout qui est mouvante en fonction de ce que je trouve. Et enfin, pour définir de manière plus définitive à la fois le titre, mais aussi le sous-titre de mon travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.